Très concrètement, c'est un mouvement qui demande la signature d'un accord de cessez-le-feu immédiat pour le retour des otages. Ce que ce n'est pas en revanche, ce n'est pas un mouvement contre l'apartheid, contre l'occupation, contre la colonisation. Au lendemain du 7 octobre, vous avez eu à peu près un bon mois euh, avant que vraiment des manifestations apparaissent. Et on a eu en fait trois dynamiques conjointes. La première dynamique, ça va être ce qu'on appelle la gauche anticoloniale historique en Israël, donc avec une partie de gens qui sont antisionistes ou des gens qui sont vraiment engagés contre l'occupation des territoires palestiniens, etc., qui eux vont manifester dès la fin du mois d'octobre contre la guerre, clairement, pour appeler un cessez-le-feu et contre la guerre. Vous avez ensuite les familles des otages qui vont également lancer une dynamique pour revendiquer la libération des otages via la signature d'un accord de cessez-le-feu, mais sans forcément prendre en compte la question de la souffrance palestinienne, etc. Et puis il y a une troisième dynamique qui, elle, va être en fait la continuité de toutes les manifestations qu'on a eues en Israël en 2023 contre la réforme judiciaire de Netanyahou. Vous allez avoir différentes sphères qui vont entrer dans les boucles de manifestations jusqu'à est-ce qu'on voit au printemps une croissance, et là récemment ça va encore plus s'amplifier. Ce qui a peut-être engagé cette dernière amplification, c'est deux événements. Le premier, c'est le fait qu'en juin dernier, vous avez eu dans le cabinet de guerre israélien le départ des principaux opposants à Netanyahou, qui avaient accepté d'y entrer après le 7 octobre, qui ont quitté le cabinet de guerre en disant Netanyahou est actuellement un frein pour obtenir un cessez-le-feu, notamment Benny Gantz et Gadi Eisenkot. Et puis surtout, ces dernières semaines, le retour en Israël d'otages dans des cercueils, ça crée en Israël un sentiment que finalement, il faut se mobiliser pour que Netanyahou cède à nos revendications de cessez-le-feu. Très concrètement, c'est un mouvement qui demande la signature d'un accord de cessez-le-feu immédiat pour le retour des otages. Certains dans le mouvement, et notamment des personnalités importantes, j'avais vu moi que Yair Lapid même était ouvert à cette idée, ou même Yair Golan, le président du Parti travailliste, qu'on est d'accord pour signer quelque chose qui serait retour de tous les otages et libération d'un nombre très important de prisonniers palestiniens. Si c'est ça la condition, allons-y, la priorité c'est vraiment le retour des otages. Ce que ce n'est pas en revanche, ce n'est pas un mouvement contre l'apartheid, contre l'occupation, contre la colonisation. Il y a dans cette idée vraiment un sentiment en Israël que la sécurité doit être au premier plan, mais une sécurité qui est d'abord pour les Israéliens. On ne prend pas en compte l'idée que la sécurité doit être partagée pour tout le monde. On ne prend pas en compte l'idée qu'entre la Méditerranée et le Jourdain, l'égalité doit être pour tous, la démocratie pour tous et la sécurité pour tous. C'est un cessez-le-feu là parce qu'on a besoin dans la conjoncture actuelle de faire venir les otages. Le Hamas, par contre, évidemment que dans leur idée, la guerre n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il faudra un moment ou l'autre y revenir. Et là, on le voit pareil avec le Hezbollah. La question est la même, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté claire de guerre contre le Liban. Par contre, il y a une idée qu'il va falloir un moment ou l'autre revenir à une situation militaire pour précisément mettre haute tanière le Hezbollah. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui court en Israël. C'est simplement la manière de s'y prendre qui va être différente entre un Netanyahou et son extrême droite et des gens de l'opposition tels que Yair Lapid ou Benny Gantz. Je crois d'abord qu'il faut vraiment être pragmatique. On vient d'avoir plus de 300 jours en Israël d'acceptation ou de consensus dans l'idée de mener une guerre à caractère génocidaire contre les Palestiniens à Gaza. À partir de ce constat-là, voir autant d'Israéliens qui manifestent pour un cessez-le-feu, c'est un premier élément d'espoir. Et ça, je le disais déjà en 2023 quand j'expliquais que oui, tout le mouvement contre la réforme judiciaire ne va pas assez loin dans leurs revendications par rapport à la colonisation de l'occupation, mais pour autant, voir autant de personnes mobilisées et parvenir peut-être à mettre des bâtons dans les roues à un gouvernement d'ordre fascisant, c'est porteur d'espoir. Il ne faut pas non plus le battre en brèche ou le mettre de côté. C'est un élément vraiment fondamental parce que ça montre qu'il y a encore une capacité de mobilisation et sur laquelle peut-être va naître par la suite d'autres éléments, ou en tout cas peut-être convaincre des gens qu'effectivement il faut aller bien plus loin, etc. On n'y est pas encore, mais il faut réussir à s'accrocher à des points sur ça. Il n'y a pas de possibilité d'action supérieure pour le moment, dès lors que la coalition parlementaire tient côté Netanyahou. Ce qui va peut-être être important, c'est s'il y a des pressions internationales.
avec des sanctions, mais pour l'instant, on voit bien qu'on n'y est pas du tout. Netanyahou, lui, continue d'espérer évidemment un changement à la Maison-Blanche. C'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis le mois quasiment de décembre-janvier. Hein. Il a misé sur ça depuis le retour de Trump dans la campagne électorale. C'est vraiment l'idée que je dois m'accrocher parce que si Trump revient au pouvoir à la Maison-Blanche, je pourrais renouer les alliances internationales et sortir un petit peu de l'isolement dans lequel Israël est aujourd'hui. Mais factuellement, on risque potentiellement d'aller jusqu'aux prochaines élections qui sont prévues pour 2026.